YouTube, bonjour Facebook. Me voilà de retour pour vous faire une chronique des lectures de ce mois de juin. Alors, elles ne sont pas très nombreuses. J'ai entendu dire, notamment sur les filles qui font beaucoup de lectures toute l'année sur les réseaux sociaux, que la canicule avait un peu remis en cause leur rapidité de lecture. Parce que on se plonge dans le noir finalement, hein, on ferme tous les volets, on est dans le sombre. Et puis cette grosse chaleur, je ne sais pas pourquoi, ça ne donne pas envie de lire quelque peu. Voilà. Donc pour moi, le mois de juin, même si on va dire on est bien équipé dans le sud pour résister à ces chaleurs, néanmoins les lectures ont été un peu laborieuses à mon niveau. Laborieuses certes, mais il y a quand même un bouquin qui fait 714 pages et l'autre qui en faisait 526. Donc bon, voilà, donc il y avait beaucoup. On va dire, j'ai lu deux livres et j'ai vu une série tirée d'un livre dont je vais vous parler là également. Donc là, je suis en brassière de sport. Hein, c'est un peu en haut de ça me sert un peu de haut de maillot. Je suis très bien. J'espère que les cigales ne vous gênent pas trop. Là, c'est le moment où le chant commence un peu à s'atténuer avant de reprendre de plus belle entre 21h et 21h15. Voilà, c'est leur rythme, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, je vais profiter de cet instant d'accalmie. Là, on les voit, hein, elles perdent un peu de leur vigueur. Enfin, on les entend plutôt, elles perdent un peu de leur vigueur. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous n'allez pas être gênés par le bruit de fond des cigales. J'espère que si vous êtes dans une région où vous n'entendez pas les cigales, ça va vous faire plaisir et vous donner un peu du sud dans votre quotidien. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai lu au mois de juin? Alors j'ai lu deux livres en fait qui n'étaient pas dans ma valise livresque de l'été. J'ai été un peu ambitieuse, bien entendu. Ma valise livresque de l'été, ça ne reste que quelques livres que je vais piocher jusqu'à la fin septembre pour agrémenter mes lectures de l'été. Mais les deux livres que j'ai lus là ne faisaient pas partie de cette valise. Elle faisait plutôt partie du tirage de La Nuit du hasard que propose la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Alors pour vous expliquer, La Nuit du hasard, c'est la première année que je fais ce challenge que je trouve extrêmement intéressant, surtout pour des gens qui ont besoin de se remettre à lire, par exemple, donc c'est qu'un livre par mois. Et c'est vous qui choisissez votre lecture. Donc Séverine propose donc à chaque début d'année, donc à chaque fin d'année, qu'on constitue une bibliothèque de livres que nous avons déjà dans notre bibliothèque, tout simplement. Et on constitue 12 enveloppes qui vont de 1 à 12. Et chaque mois, le premier samedi de chaque mois, Séverine tire un chiffre au hasard. Et c'est la lecture à faire. Donc vous prenez l'enveloppe qui correspond au chiffre du mois et vous lisez le livre que vous avez sélectionné. Alors, mine de rien, c'est moi qui ai fait ma sélection de livres. C'est mon mari qui les avait mis dans des enveloppes de 1 à 12 parce que je voulais pas savoir ce qu'il y avait dans les enveloppes. J'avais choisi des livres, on va dire, qui étaient dans ma bibliothèque, que je savais que je voulais lire, mais vers lesquels je n'allais pas. Allez savoir pourquoi, c'était dans ma bibliothèque, mais j'avais du mal à aller vers ces livres. Donc on va dire ma bibliothèque de 12 livres pour La Nuit du hasard de cette année 2026. En fait, c'était ces livres vers lesquels je n'allais pas, à tort d'ailleurs. Et donc ça m'oblige à les lire une fois par mois.
enfin les lire régulièrement pendant 12 mois. Un livre, alors bien entendu, pour moi, ça correspondra à un titre, mais pour les autres collègues qui font aussi le challenge de Séverine de la Nuit du hasard, ce sont d'autres livres. Donc chacun ses goûts, voilà. Donc la Nuit du hasard, en fait, c'est accessible à tout le monde. Comme je vous dis, c'est une bonne manière de se remettre à lire, c'est une bonne initiative. Et là, donc, les 2 lectures que j'ai faites au mois de juin correspondent à 2 tirages, celui du mois de mai et celui du mois de juin. Donc, c'était quand même des beaux bébés. Et dont la dernière lecture était une lecture très exigeante. Comme je vous dis, en plus avec ces grosses chaleurs, on est dans le sombre et tout, on est obligé de lire à la lumière artificielle quelque peu, pas très agréable. Donc, on va dire, ils ont été très très durs à lire pour moi, non pas parce qu'ils étaient complexes, mais parce que justement, on était un peu dans cette ambiance de surchauffe. Et donc je n'ai lu que les 2 livres du challenge de la Nuit du hasard de mai et de juin. Alors le tirage du mois de mai, pour moi, ça correspondait à L'ombre de Winnicott de Manchet et Niemek aux éditions Pocket. Alors je l'avais vu passer, ce livre, il a pris l'eau. Ça me plaît pas quand un livre prend l'eau. Ça me plaît pas parce que, voilà, vous voyez, ça fait ça. Je trouve que c'est pas beau. Enfin bon, c'est pas grave. J'aime bien laisser mes livres en bon état quand je les ai lus. Donc, À l'ombre de Winnicott, c'est le premier livre que je lis. Je crois qu'il y en a d'autres de ces auteurs-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé ce livre extrêmement long, très bien écrit. J'ai apprécié les personnages. Alors bon, je vous dirai à la fin plutôt. Donc là, on est... en fait, ce sont 2 livres, on va dire, qui m'ont replongé dans les années 30, 1930. Et c'était pas fait exprès, en fait. Donc là, on est dans le Sussex, en Angleterre, en 1934. Alors qu'ils viennent d'aménager dans le manoir de Winnicott Hall, les Montgomery confient à Viviane Lombard, une préceptrice française quelque peu désabusée et pour le moins singulière, l'éducation de George, leur fils aveugle, un garçon curieux à l'esprit vif. Tandis que professeurs et élèves apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux, comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnels confondus, la réputation du manoir que l'on prétend hanter ne serait-elle pas fondée? Voilà. Donc on a, on va dire, des personnages qui évoluent au sein de cette demeure. En fait, on va dire le personnage principal de ce livre, c'est le manoir de Winnicott, qui est censé où se déroulent des phénomènes paranormaux. Donc on entend des bruits, il y a des meubles qui se déplacent, des portes qui se ferment à clé ou qui s'ouvrent toutes seules, enfin bon voilà. Donc on assiste et les protagonistes du livre, enfin de l'histoire, assistent également à ces phénomènes qui les effraient ou qui les rend plutôt curieux, enfin tout dépend des personnalités de chacun. Et il y a une relation à côté qui s'instaure avec cette préceptrice française qui est en charge pendant 1 an, ça dure 1 an réellement l'histoire, qui prend en charge donc l'éducation, enfin l'enseignement de ce petit Georges, qui même en étant aveugle est un garçon très intelligent, mais extrêmement couvé par la maman. Donc qui l'empêche de faire certaines choses, voilà, elle est tellement, elle a tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, la maman, que quelque peu, elle le contraint presque à rester dans sa chambre, confinée dans sa chambre. Et cette préceptrice, qui est Viviane, elle a, on va dire, une perception du handicap qui est totalement différent. Et elle apprend à Georges, durant cette année-là, elle apprend des fondamentaux
au jeune garçon pour lui faire comprendre que son handicap ne l'empêchera jamais de vivre. Même s'il va falloir qu'il y ait des adaptations, bien entendu, à sa vie, mais elle lui fait comprendre qu'il va pouvoir tout faire dans sa vie, à condition de mettre en place les dispositifs qu'il faut et qu'il n'y aura jamais de limite. Et donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'approche de l'enseignante par rapport non pas aux matières qu'elle peut apprendre à son élève, mais plutôt à sa façon d'appréhender la vie. Et la vie telle qu'elle sera, parce qu'il sera aveugle toute sa vie, quoi. Donc, il y a bien entendu des tensions entre la maman et la préceptrice, parce que la maman trouve que la préceptrice prend un peu trop de liberté et met en danger son garçon. Elle voudrait se séparer de cette préceptrice, sauf que ce manoir, avec sa réputation de manoir hanté, fait peur à tout le monde et le personnel ne reste pas là. On va dire que la préceptrice française est assez pragmatique, donc elle ne va pas s'affoler pour ça. Néanmoins, au bout d'un an, elle a d'autres projets, et notamment d'aller enseigner dans des instituts où il y a des enfants handicapés. Donc au bout d'un an, elle a donné tous les éléments à Georges pour pouvoir se débrouiller et croire en lui et à sa possibilité de dépasser les limites. Donc c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est cette relation et comment la préceptrice pousse ce petit garçon qui est curieux, même s'il ne voit pas, il est curieux, il veut tout savoir, il veut tout sentir, elle accède à toutes ses demandes. Et donc, pour lui, l'année 1934 a été une révolution dans sa façon d'appréhender son handicap. Et la maman également apprend petit à petit à se comporter différemment avec son enfant. Voilà, donc c'est le côté de l'histoire qui est le plus intéressant. On le voit tout au long de la lecture. Après, bien entendu, il y a les passages où il y a les phénomènes paranormaux qui se passent. Alors, bien entendu, il y a un peu d'humour là-dedans parce que chacun réagit à ces phénomènes un peu en fonction de sa personnalité. Et donc, ça laisse un peu dubitatif, quoi. J'ai pas trop adhéré à ce côté-là de l'histoire. Malheureusement, c'est comme ça. Ça a été conçu comme ça. Le personnage principal, c'est ce manoir de Winnicott. Donc, voilà, c'est un manoir où il y a des phénomènes paranormaux. Je crois aux phénomènes paranormaux. Mais bon, aussi, on va dire, aussi puissants qu'on puisse les trouver dans ce manoir, je n'ai jamais vu encore, même si j'ai assisté à quelques phénomènes paranormaux, et notamment chez moi. J'ai jamais, on va dire, connu ce genre de phénomène. Donc, on va dire, ce côté-là de l'histoire m'a beaucoup moins intéressée. Il n'en reste pas moins une lecture extrêmement intéressante qui a eu, on va dire, de très bonnes critiques sur les réseaux sociaux. Comme je vous dis, moi ce que j'ai aimé c'est la perception qu'on peut avoir du handicap, donc à travers les yeux de Viviane, et c'est cette personnalité qui pousse son élève à dépasser ses limites pour qu'il puisse vivre comme tout un chacun et qui mène une vie heureuse d'homme plus tard. Donc on va dire c'est une année charnière pour Georges et pour Viviane également, puisque elle a perdu son fiancé non pas durant la guerre de 14-18, mais en 1919 dans un accident tout bête. Donc on va dire elle est un peu aigrie, un peu seule, solitaire, voilà. Donc on va dire c'est ce qui a été le plus intéressant dans cette lecture, c'est ce relationnel,
les différentes personnalités des personnages également, que ce soit les parents de Georges ou même les domestiques qui ont leurs propres histoires. Globalement, ça a été une lecture intéressante. Il n'en demeure pas moins que c'est un livre d'ambiance. Vous n'allez pas trouver des trucs extraordinaires. C'est un livre plaisant. Il faut vraiment aller fouiller dans le fond des sujets qui sont, on va dire, abordés pour voir un peu quel message ont voulu apporter. Je suppose que ce sont deux auteurs indépendants. Donc le message qu'ont voulu porter ces deux auteurs. Pour moi, c'est justement que le handicap n'est pas un handicap à vie, puisque il faut pas se limiter à son handicap pour faire sa vie. Donc pour moi, c'est le message principal de ce livre. C'est peut-être pas celui-là, c'est celui que j'ai compris. Voilà. Donc je l'ai trouvé intéressant sur cet aspect-là. Néanmoins, ça n'a pas été une histoire, elle a été longuette pour moi, quoi. C'était, comme je vous dis, c'est un roman d'ambiance, il se passe pas grand-chose, c'est, on va dire, le quotidien du quotidien. Mais je vais vous dire pareil pour le livre d'après, mais finalement, quand on réfléchit, nos propres vies, c'est le quotidien du quotidien, et on va dire, on n'a pas des événements exceptionnels qui se passent tous les jours de notre vie. On va dire 99% de notre vie, c'est, on va dire, un quotidien qui ne présente pour personne aucun intérêt, si ce n'est que nous, on a besoin d'avoir une répétitivité ou enfin de faire certains actes tous les jours, ne serait-ce que pour aller travailler, s'occuper des enfants, de la maison, des animaux quand on en a. Voilà, donc on va dire nos vies ne sont pas plus, on va dire, trépidantes que ce qu'on trouve dans ce roman, tout simplement. Là, c'est juste une année passée à Winnicott. Et en effet, on est plus dans un quotidien qui n'est pas toujours, on va dire, extraverti, extraordinaire. Donc il faut aimer les romans d'ambiance pour se pencher sur ce type de littérature. Pour moi, ça a été quand même une lecture très intéressante. Le deuxième, ça se passe aussi en 1930, donc c'était le livre de ma nuit du hasard du mois de juin, et qui est Cotton Country. Alors, Cotton Country d'Eleanor Anderson, aux éditions le livre de poche. Lui aussi, il a été extrêmement dur à appréhender. C'est une lecture qui est très exigeante, qui est très très bien documentée d'un point de vue historique. Et c'est également une histoire qui se passe sur un an quasiment, de 1930 à 1931. Sauf qu'il y a bien entendu des retours en arrière, et puis après il y a bien entendu la vision de ce que vont devenir certains personnages du livre, mais c'est tout à la fin du roman. Alors là, c'est l'histoire, Cotton Country, c'est, on va dire, c'est une bourgade en Géorgie, aux États-Unis, dans les années 1930. L'esclavage a été aboli. Mais on est en pleine prohibition, donc on va dire qu'il y a quand même des commerces un peu illicites qui se déroulent, on va dire de l'alcool qui se produit de façon clandestine. Donc on est un peu dans cet univers, on est un peu dans un huis clos à Cotton Country. Il y a, on va dire, une famille, la famille Wilson, qui est la plus riche du comté et donc qui possède, on va dire, tout, toutes les plantations, tous les champs, bien entendu qui paye les ouvriers. Alors nous rentrons donc dans la vie d'un des métayers qui exploite des terres pour le compte de la famille Wilson. Et il se passe en 1930 des événements un peu particuliers, car la fille du métayer
qui fricotait qui était amoureuse et qui, on va dire, fricotait avec le petit-fils de la famille Wilson, tombe enceinte et bien entendu, les grands-parents ne sont pas très tendres avec Elma et avec son père qui va donc demander réparation en disant que le petit-fils doit épouser sa fille puisqu'il a mis enceinte. Donc bien entendu, la fille est traitée de traînée alors qu'elle a, elle doit avoir 18 ans, 17 ans, 18 ans, machin comme ça. Elle est traitée de traînée. Et bien entendu, il n'y a pas de mariage, donc bon, voilà, elle sera mère-fille. Et arrive la naissance de ses enfants, enfin oui, de ses enfants, parce qu'elle en a deux, des jumeaux, qu'on appelle des jumeaux Gémeaux, parce que c'est un garçon et une fille, mais pas de la même couleur. Donc, sachant que sur l'exploitation, il y a quand même des ouvriers noirs également, dont un qui était, on va dire, qui plaisait énormément à Elma. Et elle accouche de deux jumeaux, un blanc et un noir. Et à partir de ce moment-là, c'est une montée en puissance de la violence anti-noire, bien entendu. Puisqu'on va, enfin, c'est le père même d'Elma, donc le métayer qui dirige l'exploitation, qui va désigner ce jeune Black comme le coupable, comme étant le second père du deuxième jumeau. Donc on va dire comme il n'est pas de bon ton qu'une blanche couche avec un nègre, comme ils disent, bien entendu, il conclut au viol. Et ça, voilà. Et l'histoire commence comme ça, avec le lynchage de ce jeune noir. Avec bien entendu la population qui profite de cet événement, même ceux qui n'étaient pas concernés par l'histoire, tous participent au lynchage de ce pauvre garçon. Mais après, on va dire, tout se referme autour de cet événement, sauf qu'il y a des journalistes qui commencent un peu à s'intéresser à l'histoire, des journalistes qui essaient de voir ces jumeaux un peu particuliers, donc la petite fille blanche, le petit garçon noir. Et toute la première partie, on va dire, se passe dans cette ferme où Elma, avec ses jumeaux, a eu donc une servante, entre guillemets, mais qu'elle considère plus comme une sœur, qui est noire également, qui a 4 ans de moins. Et on lui a coupé la langue quand elle était petite. C'est sa propre mère qui lui a coupé la langue quand elle était petite. Donc elle ne peut pas communiquer, elle sait lire, elle sait écrire, heureusement, mais elle ne peut pas communiquer par écrit avec les personnes. Et pendant toute la première partie qui dure, on va dire, sur des centaines et des centaines de pages, tout va tourner autour de cette ferme et de l'histoire en fait de ces personnes-là. On va remonter bien entendu dans l'enfance d'Elma, dans la jeunesse du métayer qui a épousé donc la maman d'Elma, et puis bon, la maman est décédée. Également l'histoire des parents de Nancy, qui est donc la servante noire et l'amie, puisqu'elle la considère comme une amie, et même une sœur, parce qu'elles ont grandi ensemble, élevées par la maman de Nancy, puisque Elma n'avait plus sa maman. Donc c'est Kitty ou Katie, la maman de Nancy, qui va s'occuper des deux petites filles et les élever comme deux sœurs. Donc tout tourne autour de ça. Et en fait, quand on arrive à la fin de la première partie, si vous voulez, on revient sur les événements liés au lynchage de ce jeune noir. Et Jackson, je crois qu'il s'appelle, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et on va dire, chacun, on va voir
à tour quel a été le rapport de chacun des personnages de cette ferme avec cet ouvrier agricole noir qui a fini par être pendu à un arbre pour viol d'une blanche et d'Elma donc. Et donc, quand on arrive à la fin de la première partie, ben, en fait, on se rend compte que le postulat de départ, qu'on nous présente tel que le postulat de départ, n'est pas vraiment, n'est pas la réalité. Ensuite, donc, en deuxième partie, c'est, on va dire, il n'y a pas que les journalistes qui s'intéressent à ce phénomène-là, mais il y a également la science. Et Elma, contrairement à l'avis de son père, va accepter, on va dire, qu'on fasse des prélèvements à ses enfants, pour, on va dire, faire éclater la vérité quelque peu. Et bien entendu, la science est impartiale. Il y a certaines vérités qui vont ressortir, mais qu'on ne trouvera qu'à la fin du livre. Des analyses de sang, parce que bon, voilà, il y avait certaines maladies qui touchaient plus les noirs que les blancs. Et il y a un docteur à Atlanta, je crois, ouais, c'est à Atlanta, un jeune médecin-chercheur qui s'intéresse justement au capital génétique de la population noire et notamment certaines maladies génétiques qui se transmettent. Donc il travaille sur ça et bien entendu ces gémeaux comme on les appelle, font partie un peu d'un acte de recherche et il va être au plus près de ses enfants et d'Elma pour justement voir avec elle et dénouer le vrai du faux. Voilà, donc là on est sur la deuxième partie. La deuxième partie qui est quand même un peu plus vivante, on va dire, dans la mesure où elle fait rentrer de nouveaux personnages qui, on les découvre, on découvre leur personnalité, on découvre pourquoi ils accomplissent certains actes au lieu d'en accomplir d'autres. Bon, donc on va dire, on est vraiment dans presque un thriller psychologique, c'est ça un thriller psychologique en fait, hein. On est vraiment dans un huis clos au sein d'une communauté presque repliée sur elle-même. Et donc dans la deuxième partie apparaissent certains personnages complémentaires qui apportent un peu plus d'éclairage sur, on va dire, le passé, et nous font comprendre un peu tout ce qui s'est passé dans cette campagne bien avant 1930. Notamment dans les relations entre noir et blanc, entre droit de cuissage et pas droit de cuissage. Enfin bon, donc c'est un peu particulier, c'est vraiment, on va dire, un état des lieux de l'Amérique de 1930, notamment en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Et dans la troisième partie, en fait, c'est que je vais qualifier de on va régler les comptes, voilà. La troisième partie, c'est on règle les comptes. Donc tout le monde les principaux protagonistes comprennent ce qui s'est passé plus ou moins, parce que certaines réalités vont continuer à rester cachées pour certains mais pas pour d'autres. On va comprendre pourquoi il y a eu, on va dire, certaines ressemblances qu'on trouve chez ces deux petits qui font l'objet de toutes les attentions, pourquoi il y a une ressemblance entre les deux enfants. Donc on va dans la troisième partie, ça va être on va régler ce qui a existé depuis des années et on va y mettre un terme. Voilà. Donc on va dire on a trois parties bien distinctes. La première partie avec le lynchage de ce jeune noir et cet environnement qui est clos autour de cette ferme et où chaque personnage va expliquer quelque peu les jours qui ont précédé
enfin ce qu'ils ont vécu les jours qui ont précédé le lynchage de ce jeune Black. La deuxième partie où là, la science commence à s'intéresser à la génétique de ces Gémeaux, et qui vont découvrir certaines réalités qui ont été cachées volontairement. Et troisième partie, bien entendu, ça va être, on ne veut pas que la vérité persiste au-delà de notre existence, et on va faire en sorte que tous ceux qui savent se taisent. Voilà. C'est exactement ce qui se passe dans la troisième partie. Et bien entendu, avec une ouverture vers l'avenir, parce que on va voir ce que deviendront... Enfin, c'est vraiment un résumé de ce que vont devenir, notamment ces Gémeaux, et notamment également Elma, la fille du métayer, qui a potentiellement été violée par... Enfin, qui a eu à la fois un enfant de son fiancé qui n'a jamais voulu l'épouser, et de ce jeune noir qui était soi-disant l'avait violée, et de celle qui était sa servante, mais qui finit par bien entendu avoir sa propre vie, puisque elle n'est pas esclave, elle est libre. Et donc on va dire la troisième partie s'ouvre après bien entendu tous les règlements de compte qu'il peut y avoir, et on apprend pourquoi il y a ces règlements de compte, et donc on nous fait entrevoir l'avenir de ces des principaux, notamment de ces deux jeunes femmes qui ont été au cœur de cette histoire en 1930 et 1931. C'est donc une très belle littérature, c'est très bien écrit, c'est très bien expliqué, l'histoire est longue. Voilà, certains qualifient ça de lenteur, mais pour moi, comme je vous dis, nos vies quotidiennes sont faites de lenteur. Donc on va dire là, on est dans le quotidien de certaines personnes, même s'il y a un événement un peu particulier qui est la naissance de ces jumeaux, qui entraîne, on va dire, des événements dramatiques derrière. On est après dans un quotidien, et de comment chacun s'approprie cette situation un peu particulière pour continuer à vivre tout simplement, enfin avoir une vie tout à fait normale, tout autant qu'elle puisse l'être, quoi. Voilà. Donc il y a certaines longueurs. Il est extrêmement bien documenté au niveau historique. On apprend que notamment Jimmy Carter, pendant 1930-1931, grandissait dans une des plantations près de Cotton County, et donc jouait avec les enfants des ouvriers noirs. Donc il a grandi libre dans ses champs avec en créant des amitiés avec des gosses qui n'avaient pas la même couleur que lui, mais pour les enfants ça n'a pas trop d'importance, ça. Donc on apprend, voilà, donc quelque part Jimmy Carter est devenu président plus tard, mais a grandi dans ce contexte-là dans les années 30. Il avait 5 ans en 1931, d'après ce que je comprends dans le livre. On apprend également que l'année où Jackson, je crois que c'est Jackson, le nom du jeune, ou non, Jackson, je sais pas, je ne me rappelle plus le nom du pauvre garçon qui a été lynché. Bien, cette année-là, il y a eu, on a recensé 6 ou 8 lynchages de Noirs également. Le Ku Klux Klan existe. Donc on est encore dans cette Amérique pesante. L'atmosphère est pesante quand même. On voit que tout peut partir violemment d'un moment à un autre, si vous voulez. Voilà. Donc c'est, comme je vous dis, une lecture extrêmement bien documentée au niveau historique, avec bien entendu des longueurs dans le narratif, parce qu'il y a beaucoup plus de narratif que de dialogue finalement dans ce livre, sachant qu'une des protagonistes, la pauvre petite Nancy, a eu la langue coupée, donc on va dire, elle, ce qui se passe, c'est dans sa tête,
et elle l'exprime jamais, elle n'exprime jamais rien. Elle reste dans, comment on va dire, dans la réserve de sa condition et elle fait le maximum pour ne pas attirer l'attention envers elle. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de ce livre? Il est tout simplement fantastique, quoi. Je le recommande à qui? Ben à ceux pour qui, on va dire, lire 700 pages d'un livre qui va comporter ce style littéraire qui est fait de narration plus que d'action, euh, qui ne vont pas être rebutés par cet aspect-là. Pour les passionnés d'histoire, bien entendu. Et les Échos avaient dit ce roman implacable n'a pas fini de nous hanter. Parce que malheureusement, il y a un innocent, parmi d'autres, puisqu'il y a eu 6 ou 8 autres lynchages de Noirs pendant cette période-là, sans compter ceux avant et ceux après encore. Donc on était vraiment dans l'ambiance dans les années 30 avec, comme je vous dis, le trafic d'alcool, ces tripots clandestins où on jouait, où on buvait de l'alcool, tout le monde était au courant, même la police, mais personne n'intervenait. Voilà, donc on est vraiment dans cette Amérique-là. Attendez, ce film avec Brad Pitt, je sais plus si c'est Et au milieu coule une rivière. Alors, je me rappelle plus comment ça s'appelle ce film de Brad Pitt, où justement lui il est souvent dans ces tripots. Oui, je crois que c'est ça. Donc, dans le film, il a un frère qui veut devenir gouverneur, qui revient pour présenter sa fiancée à sa famille, donc dans sa région du sud. Et bien entendu, il y a le deuxième frère qui, lui, ne suit pas du tout les traces de l'aîné, et est plutôt un joueur invétéré, un alcoolique, et veut vivre sa vie comme il entend. Donc, deux personnalités différentes, et bien entendu, avec au milieu l'histoire de cette belle sœur qui arrive et qui va peut-être tomber amoureuse du mauvais frère. Voilà. Donc voilà, bon, ça a été une très belle lecture. Ça a été vraiment, on va dire, les deux sont différents. Les deux se passent à la même époque. Le premier en Angleterre, le deuxième aux États-Unis. Il est vrai que l'Angleterre des années 30 n'est pas aussi, on va dire, il n'y a pas autant d'histoire que aux États-Unis, dans les USA des années 30, bien entendu, hein, dû à l'histoire bien entendu, de l'esclavage et tout. Il est bien évident que l'approche, on va dire, de la vie en Angleterre n'est pas la même que dans les États du Sud des États-Unis dans les années 30. Donc voilà, j'ai été immergée dans les années 30 sans trop le prévoir, sans trop le décider, puisque, comme je vous dis, ça a été les tirages de ma nuit du hasard et je n'ai lu que ça. J'ai fini Cotton Country hier soir. Mais ça a été une lecture très longue parce qu'elle est exigeante quand même. Hein, comme lecture, elle demande beaucoup d'attention et une compréhension également qui est très bien expliquée. Tout est bien expliqué dans le livre et une compréhension des messages toujours pareils que veut nous faire passer l'autrice en l'occurrence. Et le troisième, qui n'est pas un livre que j'ai lu mais que j'ai vu en mini-série sur Netflix, c'est Daisy Jones and the Six je ne me rappelle plus. Oh putain, j'ai même pas mon téléphone. 2 minutes, je vais prendre mon téléphone. Quand je vous dis des fois que... alors...
alors, de Taylor Jenkins Reid. Donc je l'ai vu en série. Donc c'est l'histoire en fait d'un groupe de rock des années 70. Comme il y en a eu beaucoup dans les années 70, ces groupes de rock. Et la vie de ce groupe de rock. Donc l'histoire commence je n'ai jamais lu le livre, je n'ai vu que la série, et la série m'a suffi, on va dire. On commence d'abord par une équipe de jeunes qui se produisent dans des concerts, donc un musicien et un chanteur et un compositeur. Donc le chanteur est compositeur également. Ils se produisent dans des petites salles de spectacle. Mais bon, leur carrière décolle pas. À côté, ils travaillent. Chacun fait sa vie. Voilà. Donc, il n'y a pas, on va dire, c'est un groupe de jeunes, comme beaucoup dans les années 70, qui ont un rêve de Beatles, de Rolling Stones, de Doors, enfin tous ces groupes des années 70 qui ont fait une carrière de folie, quoi. Et ils rencontrent, on va dire, un manager qui va devenir leur manager, qui lui connaît de son côté une jeune compositrice également qui a une voix remarquable, qui compose également ses textes. Et il propose donc à ce groupe de 6 garçons, puisque c'est Daisy Jones and the Six, donc les 6 garçons, il propose qu'ils fassent, on va dire, que cette fille rejoigne le groupe, que les deux compositeurs se joignent, enfin se mettent ensemble pour composer de la musique, et que la chanteuse principale soit cette jeune femme, accompagnée bien entendu du chanteur du groupe des garçons, mais qui n'a plus on va dire, le rôle principal de son groupe, puisque c'était lui, on va dire, qui gérait tout, qui dirigeait tout. Puis là, d'un seul coup, il y a un manager qui arrive, qui impose cette femme. Et elle n'est pas, alors elle est très bien accueillie par les musiciens, mais pas du tout par le chanteur, qui se sent menacé. Néanmoins, contraint et forcé, s'il veut, on va dire, se produire dans de plus grandes salles de spectacle, il va accepter cette collaboration avec Daisy Jones. Et là, on rentre vraiment dans la vie de ce groupe, avec toutes les tensions qu'il peut y avoir entre les deux compositeurs, donc les deux leaders du groupe, qui est la fille et le garçon, qui sont la fille et le garçon, et les musiciens qui sont au milieu et qui assistent à une partie de ping-pong, alors qu'ils apprécient les deux à leur juste valeur, quoi. Donc ils veulent pas faire de choix, ils veulent que le groupe fonctionne. Et donc on rentre dans ce monde où il y a l'alcool, il y a la drogue, c'est les excès des années 70 en fait. Et alors j'ai vécu les années 70, j'étais petite, mais néanmoins dans cette mini-série, j'ai retrouvé vraiment l'ambiance, mais alors franchement, je me suis retrouvée, moi, à une époque où tout était formidable, quoi, où il était interdit d'interdire, où il y avait cette jeunesse qui était insouciante, toute folle, moi, je connais la jeunesse de mon oncle et ma tante, mes oncles et tantes. C'était très très joyeux, il n'y avait pas de chômage, ils travaillaient tous, ils bringuaient, c'était une époque non limite, on va dire. Alors moi je l'ai vécu en tant qu'enfant, bien entendu, j'avais des limites qui m'étaient fixées, mais néanmoins cette ambiance, est restée en moi, elle fait partie de mes gènes, et tous ceux qui ont grandi durant ces années-là. Quand je suis rentrée dans la série, je me suis retrouvée dans ces années-là à travers l'histoire de ce groupe-là. Et ce qu'il y avait d'intéressant dans la série, c'est qu'on voyait comment étaient composées les principales chansons du groupe,
comment elles se sont composées, les crises qu'il y a eu entre les 2 compositeurs, comment il a fallu qu'à un moment donné, ils s'isolent, chacun d'un côté, puis après ensemble, pour pouvoir, construire quelque chose de, enfin, créer quelque chose de constructif. C'est vraiment, on va dire, l'histoire, du groupe avec, tout ce tout ce qu'implique des relations humaines, surtout quand il y a 2 leaders. Donc, heu dans la mini-série, donc, on entend ces musiques, en fond, en permanence. On est vraiment dans les musiques des années 70, dans ces compositions-là, un peu psychédéliques. Moi, j'ai trouvé la série hyper prenante, donc j'ai laissé un peu tomber mes lectures et il s'agit en effet d'un livre, qui existe. Certains l'ont lu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce groupe n'a jamais existé. Daisy Jones and the Six n'a jamais existé, mais néanmoins, il existe un album. Enfin, du moins, je suppose que, comme je n'ai pas le livre, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous le confirmer, mais je suppose qu'au niveau du livre, eh bien, il doit y avoir les titres qui sont joués dans la série. Donc, il doit y avoir une playlist de ces titres-là, d'un groupe qui n'a jamais existé. Donc, il y avait des personnes qui ont dit, finalement, j'écoute, j'ai regardé un peu les critiques sur les réseaux sociaux, ils disent finalement, j'écoute en boucle les chansons d'un groupe qui n'a jamais existé. Donc, je suppose qu'il existe une playlist au niveau du livre. Et si moi, bon, ben voilà, je l'ai trouvé en série, je l'ai regardé en série, je ne le lirai pas. Mais si jamais vous commencez, voilà, les cigales, on recommence, le chant, il va devenir de plus en plus important. Mais si vous avez le livre et que vous pouvez apparemment écouter la playlist qui va avec. Et c'est ça qui est très intéressant. Si vous le lisez et qu'il y a une playlist qui est indiquée, mettez-vous là en fond quand vous lisez le livre parce que ça va vraiment vous plonger dans cet univers des années 70. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, cette époque un peu que je vais qualifier un peu hors du temps, parce que vraiment elle a duré de 68 peut-être au début des années 80. Après, dans les années 80, on a un peu quand même continué à avoir une belle jeunesse et un bel avenir. Mais après, tout est devenu beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, on va dire, si vous vous penchez sur ou la mini-série ou sur le livre de Daisy Jones and the Six, attendez-vous à une parenthèse enchantée dans cet univers des groupes de rock des années 70. Et franchement, c'est formidable. Voilà. Ben, écoutez, je vais pas vous tenir plus longtemps sur ce débriefing très court de mes lectures de juin. Je vais donc maintenant m'attaquer à ma valise livresque de l'été. Là, je vais prendre des livres un peu plus légers au départ parce que là, les 2 derniers livres que j'ai lus étaient quand même costauds au niveau attentif, au niveau attention. Je vais prendre des trucs un peu plus légers qui vont être un peu plus rigolos, on va dire, pas toujours dramatiques. J'en ai déjà sorti un, j'ai un peu commencé à le lire, mais moi quand je finis un livre, j'ai besoin de quelques jours pour décanter justement du livre que je lis, parce que je suis pas une lectrice qui lit, qui tourne les pages. Je tourne pas les pages, je suis très attentive quand je lis, et quand je finis un livre, j'ai besoin de le laisser s'évacuer de mon état d'esprit, de ma tête, des émotions que j'ai pu ressentir. Et donc, j'attends toujours un peu, parce que là, ce matin, j'ai lu 2-3 pages du nouveau livre, très accessible en termes de littérature, donc simple à lire, j'aurais pu le continuer, mais je ne suis pas rentrée dans l'histoire encore. Donc, je l'ai arrêté. Je vais attendre peut-être 2-3 jours et je me relancerai dans une nouvelle lecture. Bon, en attendant que les cigales ne se remettent à chanter trop fort, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos.
notamment tous les livres qui rejoignent petit à petit mes bibliothèques thématiques de la fin de l'année et de l'année 2027. Et je vous dis, écoutez, vous allez être en vacances, et bonnes vacances à vous. Vous allez travailler, donc si vous êtes à la clim, profitez-en un maximum. Moi, quand je travaillais dans un bureau, comme j'expliquais, je partais pas souvent en vacances l'été. J'habitais à Marseille. On avait une maison de campagne ici à Cuges, maintenant où je vis. Donc pour moi, venir déjà faire 30 km et venir ici, c'était déjà les vacances par rapport à Marseille. Mais surtout, on a la mer, on a tout. Il y a les festivals autour de nous, les week-ends, on peut faire un week-end en Avignon pour le festival du théâtre. Il y a plein de festivals de musique autour de nous, la rock d'Anteron, musique classique, du jazz, jazz des 5 continents à Marseille. Enfin, donc il y a énormément de choses à faire dans les Bouches-du-Rhône, le Var, parce que moi je suis limitrophe au Var. Il y a beaucoup de choses à faire dans ma région. Donc on va dire, j'ai pas souvent pris de vacances l'été, sauf bien entendu quand ma fille était en période scolaire, mais je prenais souvent du 15 août au 31 août. Parce que ça me permettait déjà de payer moins cher quand on voulait partir. Et en fait, nous, on partait du sud et on allait découvrir d'autres régions de France la plupart du temps. Et de rester l'été au travail dans un bureau climatisé, c'était le moment où je faisais le plus d'heures supplémentaires parce que je sortais quand la grosse chaleur était passée pour rentrer dans un appartement à l'époque qui n'était pas du tout climatisé. Donc, si vous avez la clim au bureau, profitez-en pour faire des heures supplémentaires. Si elles vous sont rémunérées, tant mieux. Si elles sont possiblement récupérables, écoutez, capitalisez pour récupérer pour des moments où vous aurez peut-être besoin d'avoir des jours. Et pour ceux qui malheureusement ne bénéficient pas de conditions favorables par rapport à ça, pensez à vous hydrater. Il faut boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il n'y a rien d'autre qui va vous hydrater, donc buvez de l'eau. Vous pouvez aromatiser votre eau, vous mettez du citron dedans, des rondelles de citron, d'orange, enfin et ça vous fait une eau aromatisée et c'est beaucoup plus plaisant à boire. Donc buvez de l'eau. Ayez une bombe avec de l'eau que vous pouvez vous pulvériser. Portez du coton, pas d'autres textiles que du coton. Qu'est-ce que je peux vous recommander également? Nous, après, on a des volets. Donc, vous voyez les volets avec les persiennes. Donc, ça, c'est incontournable dans le sud. C'est un peu le genre de volet que vous trouvez en Italie ou en Espagne également. Donc c'est le genre de volet que nous avons dans le sud. Donc on n'a pas de volet plein normalement, sauf ceux qui ont mis des volets roulants maintenant qui occupent tout. Moi j'ai préféré avoir, on va dire, des volets à l'ancienne qui laissent passer justement la chaleur la fraîcheur de la nuit. Même si la nuit la température ne baisse pas trop, il fait quand même moins chaud que dans le centre-ville. Voilà. Vous humectez, n'hésitez pas à mouiller vos vêtements, les mouiller et les porter sur vous. Vous mouillez un t-shirt et vous le mettez sur vous. Déjà, ça va faire tomber la température. Portez un chapeau, protégez votre tête. Les cheveux, n'hésitez pas à les mouiller non plus. Faites tout ce que vous pouvez pour avoir, on va dire, de l'humidité sur vous. Et vous verrez que, petit à petit, vous arriverez à supporter un peu mieux la chaleur. Voilà, donc ça c'est recommandation de fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.